Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christophe. Bonjour à tous, Euh, bonjour à toutes, bonjour Fred. alors, merci de vous joindre au deuxième numéro de ce webinaire 0 et 1, dont le propos est de décortiquer le numérique pour qu'il soit plus facile à comprendre et surtout plus utile à tout le monde et pas seulement aux geeks. Donc, ce webinaire et 0 et 1, c'est vraiment le but, c'est de parler de tech, mais avec deux angles. Un angle de vulgarisation, ça c'est très important, et ça rejoint la mission de Simplon de démocratiser et de vulgariser le numérique et de ne pas en faire quelque chose qui est réservé à une petite élite. Et la deuxième chose, c'est de regarder plutôt les technologies dans l'impact qu'elles ont sur les compétences et les métiers. Donc, c'est de ça dont on parle dans les webinaires 0 et 1, et c'est de ça dont on va parler avec toi, Christophe. Donc, 0 et 1, c'est toutes les semaines, c'est une discussion à bâton rompu avec un invité sur un thème. C'est en live sur Teams et en replay sur YouTube. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe de Bonneuil, qui va se présenter bientôt. Mais déjà, est-ce que ça va, Christophe? Eh ben, écoute, très bien, je suis très content d'être présent sur ce 0 à 1 avec vous, quoi. Super. Donc pour celles qui nous regardent en live, donc vous pouvez réagir et poser vos questions dans le chat, et puis on y répondra à la fin avec Christophe. Et pour celles qui nous regardent ou qui nous écoutent en replay, on est à votre disposition pour échanger suite à ce que vous avez vu ici. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, Christophe, d'abord toujours une petite question perso Ouais. pour mieux se connaître et savoir d'où tu parles. Donc t'es né où? T'as grandi où? Tes parents, ils faisaient quoi dans la vie? Et c'est quoi ton parcours pro en 2 minutes pour qu'on sache un petit peu plus à qui on a affaire? Alors, je suis né à Paris. Je suis né à Paris, j'ai passé quelques années à Reims. Après, à l'âge de 5 ans, je suis revenu à Paris en me disant, bon, j'en ai marre, je reviens. Et je me suis installé dans la banlieue parisienne, voilà, où j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence, et voilà, avant de repartir après sur des aventures un peu différentes. Mes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mes parents étaient dans l'économie et la finance. Mes parents avaient en mai 68 décidé d'aller dans l'économie pour sauver le monde. Et ma mère y est restée, et mon père s'est fait un peu pervertir par la finance, voilà, au niveau de mes parents professionnellement. Et sinon, professionnellement, moi, je suis dans la blockchain depuis 2016. Après avoir eu un parcours classique, j'ai fait une école de commerce, voilà, j'ai travaillé dans la gestion de projet, dans le business développement. Et puis, je suis tombé dans la blockchain en 2018. 2017 exactement. Et j'ai travaillé avec l'OCDE, où je me suis occupé de former les policiers analystes à cette technologie. Et j'ai commencé à enseigner à l'ESSEC aussi. Donc ça, c'est vraiment aussi une partie passionnante de mon activité, de pouvoir à la fois, de pouvoir en même temps former les étudiants à ce Web3 qui est si passionnant. Bah, écoute, on va y revenir. Merci d'être avec nous. Donc, la première question, elle est toujours un peu, comme je le dis, Claudine et Jackie. Donc, Claudine et Jackie, c'est le prénom de mes parents et c'est pas forcément des grands geeks. Et donc, la première question, et un peu tout le fil rouge de l'entretien, si tu en es d'accord, c'est d'être vraiment très vulgarisateur et très pédagogique. Et donc, toutes les applications dont on va parler, le Web3, les NFT, les DAO, tout ça, ça dérive donc du protocole ou de la technologie de la blockchain. Donc, on va commencer par ça, puisque c'est un mot qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que tu peux nous définir de manière très Claudine et Jackie ce que c'est que le protocole de la blockchain? J'aime bien cette idée de Claudine et Jackie. Génial. Alors écoute, peut-être la blockchain, puisqu'effectivement c'est la pierre angulaire de tout, ça a été initié par Bitcoin et c'est tout simplement une base de données. Tout simplement où on peut enregistrer des transactions qui se passent d'une personne à l'autre. Donc c'est uniquement ça, la blockchain. On se demande souvent ce que c'est comme type d'objet. C'est une base de données et qui a une caractéristique essentielle qui est qu'elle est distribuée. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu que cette base de données, elle soit tenue par toi, par moi, par un État ou par une entreprise tierce, eh bien, elle est répartie, on en a tous une copie. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de centre. Donc, si on vous demande rapidement c'est quoi une blockchain, vous pouvez tout simplement dire, comme on dit en anglais, distributed ledger, c'est une base de données décentralisée, tout simplement. Donc, ça paraît, on se dit, comment ça se fait qu'un truc qui est juste une base de données puisse avoir autant d'applications? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble.
Et donc des bases de données, on n'a pas attendu la blockchain pour en avoir sur internet. Il y a des serveurs, il y a des bases de données depuis toujours. Mais alors qu'est-ce qui faisait défaut dans ces bases de données et qu'est-ce qui faisait que cette, nouvelle application de base de données, elle a, tant d'applications, spécifiques et qui sont, très actuelles et très intéressantes? Oui, alors le fait que cette base de données, elle n'est pas en un endroit donné. Parce que le fait que la base de données elle soit maintenue par Google, par Facebook, par un État ou par une banque, fait qu'elle peut être manipulée déjà de l'intérieur, et puis elle peut être attaquée par des hackers à l'extérieur. Là, le fait que ça soit distribué, qu'on en ait tous une copie, fait que tout d'un coup, si on veut l'attaquer, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faudrait attaquer tout le monde en même temps. Donc ça devient difficile. Et, oui, il y a un truc qui est intéressant à raconter, c'est que si vous voulez, par exemple, avoir une base de données qui est impossible à falsifier, il y a une première option qui est de la mettre dans un centre, une banque ou enfin un centre très solide avec des chiens de garde autour, de sorte que personne ne puisse modifier la base de données. Donc ça, c'est la première option. Et la deuxième, ben, c'est là l'innovation de la blockchain, c'est de la distribuer à tout le monde. Comme ça, si jamais quelqu'un essaye de la changer, eh ben, les autres diront ben non, non, tu as essayé de la modifier. Donc c'est la grande innovation de la blockchain qui est de distribuer cette base de données à tout le monde dans la communauté. Super, merci pour la réponse très Claudine et Jackie, j'apprécie. Et donc pourquoi, tu l'as dit, hein, la blockchain, elle a été connue beaucoup du grand public par Bitcoin et par les crypto-monnaies. Pourquoi, à ton avis, cette application un petit peu particulière de base de données, sa première application, ça a été la monnaie et ça a été Bitcoin? Est-ce que les gens qui ont créé le protocole, qui ont fait ce fameux papier dont tout est parti, est-ce que cette histoire de monnaie, c'était un cas d'usage qu'ils avaient déjà envisagé et c'était le premier, ou en fait ils ont proposé cette technologie et c'est plutôt la communauté qui s'en est emparée pour faire Bitcoin? Ouais, ça fait très longtemps en fait que la communauté, c'était une communauté qui s'appelait Cypherpunk, qui essayait de se transférer de l'argent de pair à pair. Parce qu'il faut voir que, d'ailleurs ça a commencé avec Internet, que le grand truc, c'était d'essayer d'être autonome en tant que communauté, faire ce qu'on appelle du pair à pair. Et avec Internet, au départ, c'était s'échanger des messages de pair à pair. Ça, c'était Internet, c'était le Web 1, Web 2, ensuite. Le Web 3, ça va permettre d'aller plus loin dans les communautés pair à pair et ça va permettre de s'échanger de l'argent, d'enregistrer des choses, ce qu'on ne pouvait pas du tout faire sans tiers de confiance avec les premières versions d'Internet. Donc, ça fait longtemps que, pour répondre à ta question sur le Bitcoin, ça fait longtemps que dans cette communauté cypherpunk, on essaye, ça a commencé en 90, il y a eu une vingtaine d'initiatives différentes qui ont conduit à des échecs, d'essayer de s'échanger de l'argent de pair à pair sans faire appel ni à banque ni aux États. Et victoire, Bitcoin a réussi à faire cette prouesse, en particulier en résolvant le problème de la double dépense. C'est ça la grande innovation. Et donc c'est intéressant cet exemple Bitcoin. C'est vraiment la révolution c'est le point, c'est la technologie qui a permis tout le reste ensuite, alors qu'elle était, comme tu l'as dit, très simple. C'était juste s'échanger de l'argent de pair à pair. En tout cas, un actif digital, un asset, ce qu'on peut appeler un token, d'une personne à l'autre. Hein, ça, il faut bien réaliser qu'on ne savait pas le faire avec Internet. On savait s'envoyer des messages, mais quand on s'envoie un message, on en garde une copie. Là, la grosse innovation, c'est que quand je vais envoyer mon token à l'autre, je n'en garde pas une copie. Il est vraiment transféré d'une personne à l'autre. Hein. C'est ça la double dépense pour Claudine et Jackie, c'est Et justement voilà. que je te donne mon truc et que je l'ai plus quand je te l'ai donné? Exactement. Pour Claudine et Jackie, c'est ça. C'est qu'une fois que je te l'ai donné, je ne l'ai plus. Et ça, c'est la grosse innovation. D'ailleurs, le white paper dont tu parlais du Bitcoin le dit dans son executive summary que le Bitcoin propose une solution à la double dépense, c'est-à-dire au fait que quand je te donne un truc, moi, je ne l'ai plus. Alors, c'est marrant parce que ça paraît être des détails et que ça puisse permettre tant de choses, c'est extraordinaire. Et voilà, ce qui est important, c'est que le Bitcoin, au départ, ça n'a permis qu'une seule chose, c'est se transférer de l'argent d'une personne à l'autre. Alors, de l'argent, c'était un système interne, hein, c'est-à-dire beaucoup ont contesté le fait que ça soit vraiment de l'argent, c'était un token. Et ce token, il avait qu'une valeur à l'intérieur du système.
Et il se trouve qu'un jour, un type, dans 2010, je crois, il a dit, bah, est-ce que je peux, avec ce token, avoir deux pizzas? Le type lui a dit, bah, écoute, OK, donne-moi 10 000 bitcoins et je te donnerai deux pizzas. Et du coup, c'est la première transaction qui a lieu, qui a donné une valeur réelle au bitcoin qui, jusque-là, n'avait qu'une valeur dans l'écosystème bitcoin. Super. Si on reste sur le Bitcoin, comme tu sais ici, on s'intéresse aux impacts sur les compétences et sur les métiers. Est-ce que la révolution du Bitcoin dans le monde de la finance et dans le monde de l'économie, en fait, est-ce que ça a créé des nouveaux métiers? Est-ce que toi, vu ta fenêtre d'expert de la blockchain, tu vois que dans les banques ou un peu partout, en fait, il y a des gens qui s'occupent de ça et donc que ça crée des nouvelles opportunités professionnelles? On sait que ça crée des spéculations et que ça crée des Ouais, millionnaires et des milliardaires en ouais. Bitcoin, mais est-ce que ça crée des emplois et est-ce que ça crée des jobs pour les gens? Alors, le Bitcoin, comme je disais, c'est uniquement se transférer de l'argent d'une personne à une autre. Donc, peut-être que là, à ce stade-là, il n'y a pas énormément d'emplois à la clé. En revanche, sur les applications qui sont nées du Bitcoin, là, c'était énorme comme gisement d'emploi. On peut faire la comparaison avec le web. Comment aurait-on pu imaginer le nombre d'emplois nouveaux, community manager, digital marketing, enfin énormément de métiers qui sont apparus basés sur le web 2, web 1, web 2. Là, c'est pareil, sur le web 3, c'est énormément de métiers qui sont en train d'apparaître. Et je donnerai par exemple, un métier qui est en train de se structurer, qui est celui de Head of Digital Assets, qui est celui qui va être le garant dans une entreprise de la bonne gestion des actifs digitaux de cette entreprise. Très bien. Et pour rester encore sur le Bitcoin, on entend souvent parler des mineurs, donc des gens qui minent le Bitcoin. On sait qu'il y en a qui sont rémunérés par leur acte de minage, hein. Ils touchent des Bitcoins quand ils en minent. Mais est-ce que c'est un job? Est-ce qu'il y a des jobs là-dedans? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est assez opportuniste et assez spécifique? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut devenir mineur? Est-ce que c'est un métier? Oui, alors tout à fait. Moi, j'ai pas mal d'amis, surtout à l'étranger d'ailleurs, qui font une activité rémunérée de minage. Après, pour faire du minage, il faut voir que l'idée, c'est de gagner davantage en Bitcoin que ce que l'on paye en électricité pour faire fonctionner ces machines. Donc, du coup, si on est dans un pays où l'électricité est chère, c'est pas forcément très rémunérateur. Donc, en France, c'est possible, mais l'électricité n'est pas donnée. Donc, c'est pas forcément l'endroit où on peut le plus bénéficier de cette activité. Mais comme je sais qu'on est écouté un peu partout dans le monde, renseignez-vous. Si vous êtes dans une zone où l'électricité est pas trop chère, ça peut valoir le coup d'encaisser la différence entre ce que vous allez toucher en Bitcoin et ce que ça va vous coûter en électricité. Et pour Claudine et Jackie, c'est quoi l'intérêt du minage? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de minage? Ah oui, alors Claudine Jackie, hein, vous êtes là, hein, vous nous Mm. écoutez. Eh bien, en fait, on a dit le Bitcoin, c'est tout simplement une base de données qui va enregistrer toutes les transactions d'une personne envoyant tant de Bitcoin à une autre personne. C'est tout simplement ça, la blockchain Bitcoin. Et cette base de données, elle est depuis le début, c'est une base de données de l'ensemble des transactions depuis le début, ce que normalement est le rôle d'une banque, hein. Donc voilà, le Bitcoin, c'est cette base de données qui tient l'ensemble des transactions. Ce registre officiel des transactions Bitcoin. Donc, il va falloir qu'il y ait quelqu'un dans la communauté, puisqu'il n'y a plus de banque, il va falloir qu'il y ait quelqu'un dans la communauté qui se charge de mettre à jour ces nouvelles transactions qui seront officielles. Et cette personne-là, eh bien, ça va être une des personnes de la communauté. Les personnes qui sont d'accord pour être tirées au sort pour faire ce job, de mettre à jour la base de données Bitcoin, sont appelés les mineurs. Voilà. Et alors, donc, ce qu'ils font, donc, il y a une mise à jour qui se fait toutes les 10 minutes sur Bitcoin. Donc, sur les 10 minutes, il y a un mineur, toutes les 10 minutes, qui est sélectionné pour faire ce job. Et il est grassement rémunéré en Bitcoin pour rendre cette mission. Et alors, comment ça se passe pour être tiré au sort? Il faut résoudre un problème cryptographique. C'est comme un sudoku géant pour Claudine et Michel. C'est un grand sudoku, donc très difficile à résoudre, mais très facile pour les gens, les autres mineurs, de constater qu'effectivement, ça a été résolu. Et donc, le premier à résoudre ce sudoku géant, eh bien, est élu comme le grand gagnant des 10 minutes et peut mettre les nouvelles transactions officielles dans la blockchain en échange d'une rémunération qui a été prévue
par Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, à ses débuts. Donc ça, c'est la mise à jour de la fameuse base de données dont tu parlais toutes les 10 minutes, c'est ça? De toutes les transactions. Exactement. Ouais. Miner, c'est tout simplement mettre à jour la base de données Bitcoin toutes les 10 minutes. Voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir une chance de gagner, il faut avoir des équipements, des hangars d'équipements. C'est ce qu'on nous dit dans le chat, hein, qu'il y a le côté électricité pas cher, mais il y a aussi le coût du matos parce qu'il faut des gros ordinateurs, c'est ça, hein? Ouais, ah ouais, très bonne remarque dans le chat. Effectivement, il faut investir au départ dans du gros matériel. Maintenant, il y a des pools de mineurs qui existent et on peut se rattacher à un pool et apporter sa contribution et être rémunéré en fonction. Super. On reste encore un tout petit peu sur la partie financière des applications de la blockchain. Donc, tu as parlé aussi quand on a préparé cette émission-là de défis, d'ICO. Donc ça, c'est l'ICO étant, à mon avis, l'équivalent d'une entrée en bourse, mais pour Bitcoin. Est-ce que tu peux juste développer un petit peu les familles d'applications financières de la blockchain? Et puis après, on passera à d'autres types d'applications. Bien sûr, ouais. Alors, en fait, après Bitcoin, ça permettait juste de move money, de bouger de l'argent d'une personne à l'autre. Il y a une autre blockchain qui est apparue qui s'appelle Ethereum. Donc là, ça date de 2014-2015, créée par Vitalik Buterin et qui, elle, est programmable. Donc, c'est plus uniquement une base de données, mais c'est une simple base de données. C'est une base de données programmable sur laquelle on peut mettre des applications décentralisées. Et donc là, ces applications décentralisées appliquées à la finance ont donné ce qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée, avec la possibilité de reproduire les services bancaires classiques, de transposer les services bancaires classiques sur la blockchain. Donc prêter, emprunter de l'argent, faire des options, pouvoir souscrire des assurances, tous ces services-là sont disponibles sur la DeFi. Et une des applications qui n'était pas encore à l'époque appelée DeFi, parce que ça peut être d'ailleurs fait à partir du Bitcoin directement, c'est le cross-border payment. C'est le fait de pouvoir échanger d'un pays à l'autre de l'argent, ce qui est compliqué quand on passe par des banques et qui se fait aussi simplement qu'envoyer un email d'un portefeuille à l'autre. Et pour bien préciser les choses, toutes les applications financières dont tu parles, elles ne se font pas seulement en Bitcoin ou en crypto-monnaie, elles peuvent se faire avec du vrai argent, ou est-ce que c'est forcément lié à des crypto-monnaies? Alors oui, c'est forcément lié à des crypto-monnaies. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des stablecoins, dont la valeur d'un stablecoin, par exemple USDT ou Tether, ce sont des noms de crypto qui sont des stablecoins, un USDT égale $1. Donc du coup, c'est vraiment, ça permet… Il y a une parité de conversion, quoi. Voilà, on reste dans le monde crypto, mais on a une parité de conversion avec le dollar ou avec une autre monnaie. Et ça a fait le succès de ces stablecoins parce que, par exemple, pour les spéculateurs, quand ils voulaient ne plus être exposés au Bitcoin ou à d'autres cryptos très volatiles, eh bien, au lieu de sortir du monde crypto, ce qui coûte de l'argent, ils rapatriaient leur argent sur des stablecoins comme l'USDT ou le Tether. Donc voilà. Et puis tu parlais aussi d'ICO, donc c'est une autre application décentralisée. L'ICO, comme tu l'as très bien dit, c'est l'équivalent de l'IPO de la levée de fonds dans le monde crypto. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va, en tant qu'entreprise, émettre des actifs, émettre des jetons. Hein, c'est comme si enfin, c'est un peu Jackie, Jackie et… Comment tu les appelles, les deux, là? Mes parents, c'est Claudine et Jackie. Ah, Claudine et Jackie, c'est un peu Claudine et Jackie, mais c'est vrai qu'on a oublié qu'on peut très bien faire un pullover et après le vendre. Là, au lieu de faire un pullover sur la blockchain, on crée un token, donc c'est un actif digital qu'on va pouvoir vendre à des gens qui sont intéressés. Alors, ce token va avoir une fonction, comme le pull peut être, par exemple, d'avoir chaud. Donc, ça va avoir une fonction où va pouvoir permettre de toucher de l'argent sur un calendrier défini. On va vendre ces tokens et on va pouvoir lever de l'argent par ce biais. Le gros avantage de l'ICO sur l'IPO, sur la levée de fonds traditionnelle, c'est qu'on ne dilue pas le capital parce qu'on distribue juste des jetons. Donc ça, c'est absolument essentiel, la possibilité de lever de l'argent sans avoir à céder une partie de son capital comme le fait une entreprise classique via une entrée en bourse. Et on est rémunéré comment alors si on n'a pas de part du capital? En fait, c'est le jeton, il est indexé à la valeur de… Voilà, le jeton, il a une utilité.
Et c'est cette utilité qu'on va pouvoir faire valoir. Par exemple, si on lançait un service Uber décentralisé, pourquoi pas? Eh bien, pour le financer, on pourrait, un transfert de personnes plus éthique, on pourrait émettre des jetons qui donneraient le droit à un trajet en voiture, par exemple. Et le fait de pouvoir en faire en ICO, on pourrait le vendre à un prix attractif, de sorte que ça soit intéressant d'avoir acheté ce trajet en voiture avant le lancement du service, par exemple. Ça pourrait être un exemple d'ICO, tu vois. Donc c'est plus proche du crowdfunding en fait, avec une contrepartie plutôt que d'une action en bourse en fait, non? Ouais, tout à fait. D'ailleurs, ça s'appelle des crowd sales. Donc, c'est très proche du crowdfunding. La différence avec le crowdfunding, c'est ce qui fait la spécificité du monde Web3, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Dans le cadre de crowdfunding, il y a une entité qui gère tout ça, qui est KissKissBankBank ou Ulule. Là, il n'y a pas d'entité, c'est entièrement hébergé dans la technologie. Et la même question que tout à l'heure, est-ce que dans ces services financiers décentralisés, les ICO, ces choses-là, est-ce qu'il y a des nouveaux jobs qui apparaissent? Est-ce que ça crée des emplois? Ou est-ce que ça crée des flux économiques et donc ça fait du business pour des gens, mais il n'y a pas forcément de métiers spécialisés qui sont attachés à la maîtrise de ces technologies? Alors, sur les métiers, il faut voir que dans le monde de la blockchain, on va avoir beaucoup besoin des compétences traditionnelles avec une spécialisation blockchain. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, moi, je vais complètement me reconvertir en devenant développeur blockchain. Je ne crois pas que ça soit la bonne approche. La bonne approche, c'est de voir si on est étudiant, c'est de se précipiter sur un stage dans une entreprise blockchain. Ça, c'est la manière d'aborder les choses. Et si on est un professionnel avec une compétence, c'est de se spécialiser sur la blockchain. Parce que dans le monde blockchain, il y a besoin de gens du marketing, il y a besoin beaucoup de gens du juridique pour les questions de compliance, s'assurer que ce qu'on fait est bien conforme à la législation. Compliance, tu as perdu. Ah voilà, je croyais que tu avais perdu Claudine et Jackie avec compliance, mais non, c'est la conformité, c'est ça, avec les lois. Oui, excuse-moi, hein, Claudine et Jackie. Oui, voilà, donc veiller à la conformité. Il y aura besoin il y aura besoin de toutes les de gens de vendeurs, de gens de tech. Et pour revenir sur cet exemple de développeur, par exemple dans le milieu de la finance, je ne vous conseille pas de tout abandonner pour devenir développeur sur un protocole défi. Parce que les gens qui vont être embauchés vont être des gens qui sont des développeurs classiques, comme ceux qui sont formés chez Simplon, et qui vont faire une spécialisation de programmation blockchain pour pouvoir accéder à ces métiers. Voilà. Donc là, c'est bien parce qu'on est au cœur un peu d'un des enjeux sur lesquels je voulais t'amener. Puis on a eu une petite conversation dans le chat avec un des spectateurs qui disait mais la blockchain, c'est la hard skills de l'année 2020 sur LinkedIn. Donc là, si on rentre un peu dans le sujet, effectivement, ce sont des nouveaux types d'activités économiques, des nouveaux types de flux, une nouvelle manière d'organiser des choses, mais c'est des spécialisations sur des métiers qui existent déjà. Ce n'est pas des nouveaux types de métiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un développeur blockchain, par exemple, ça n'a pas de sens. C'est un développeur qui applique ses compétences de développeur au monde de la blockchain. Je connais des gens qui n'étaient pas du tout dans le développement et qui se sont directement spécialisés en développement blockchain. Mais le problème d'ailleurs, on parlait de ce sujet-là, le problème, c'est que si vous êtes uniquement développeur blockchain, quand il va y avoir, parce que dans le Web 3, il y a des problématiques, par exemple, d'interfaçage avec le Web 2, et bien là, c'est des compétences plus traditionnelles du web qui vont être mobilisées et vous allez être plus fragile parce que vous serez uniquement sur la partie développement de smart contract. Alors, pour Claudine et Jackie, un smart contract, c'est tout simplement un programme sur la blockchain. Donc, dans le monde Web 3, un programme, une application, un programme, ça s'appelle un smart contract. Voilà, juste un élément de vocabulaire. Ben non, mais switchons là-dessus. Effectivement, ça fait plusieurs fois que tu emploies le mot Web3. Les journalistes ont un petit peu beaucoup envie de parler de ce genre de choses et ça défraie un petit peu la chronique en ce moment. Est-ce que tu peux, toujours en mode Claudine et Jackie, dire effectivement ce que c'est que le Web3 très concrètement? Oui, alors c'est par référence évidemment au Web 1, Web 2, Web 3. On peut dire de manière très simple, essayer d'identifier le joyau de chacun de ces webs. Sur le Web 1, on va dire c'est le message. C'était la possibilité pour une communauté de s'envoyer des messages de pair à pair.
Claudine et Jackie, donc plus de facteurs. On n'est plus obligé de faire appel à une tierce partie. Et ça, c'est intéressant parce qu'on parle souvent de désintermédiation avec la blockchain, mais elle a déjà eu lieu avec le Web 1. Il y avait déjà une désintermédiation, bien sûr, sur la manière de communiquer d'une personne à une autre avec le Web 1. Donc, le diamant du Web 1, c'est le message. Au niveau du Web 2, ça serait peut-être le commentaire ou le like, on pourrait dire, qui sont emblématiques de ce web interactif qui a été très pris en charge par de gros acteurs comme Facebook, on les connaît, Google, etc. Et alors, le Web 3, la notion emblématique, c'est celle de transaction. C'est-à-dire qu'on va pouvoir non plus échanger un message de pair à pair, d'une personne à l'autre, mais pouvoir faire une transaction d'une personne à l'autre, c'est-à-dire s'échanger un truc digital qu'on appelle un token. On va pouvoir s'échanger des tokens d'une personne à l'autre. Et on va pouvoir, donc la notion c'est celle de transaction, vraiment bien retenir ça. Et transaction, c'est l'échange d'une personne à l'autre de manière directe, sans banque, sans État, sans Google, sans Facebook, d'un token, qui peut être un Bitcoin, qui peut être un Ethereum, qui peut être un actif digital unique, donc qu'on appelle NFT. Ça peut être plein de choses, plein d'éléments différents qu'on va s'échanger. Et du coup, on va être propriétaire de ces tokens, de plein de choses. Donc, on va être, le Web 3, c'est un web, c'est, comme disait le patron de Ledger, vous savez, c'est le patron de la licorne française qui fait des clés pour héberger les clés privées, enfin des clés genre clés USB qui permettent d'avoir les clés privées pour bouger ses cryptos. Il disait, c'est le Web of Ownership. C'est l'Internet de la propriété. Ce qui va, dans le Web 1, on avait une adresse email. Dans le Web 3, on a une adresse blockchain, c'est-à-dire un wallet, un portefeuille dans lequel on va pouvoir avoir ces assets digitaux. Et ces assets digitaux, ils vont être de deux types, soit du type Bitcoin, soit du type NFT, donc c'est-à-dire des assets qui sont uniques. D'accord ? Des bitcoins, il y en a plein. C'est comme le pain, les baguettes de pain. Donc, on a un bitcoin, ça c'est ce qu'on appelle fongible. Donc, des cryptos. Voilà, quand c'est fongible, ça s'appelle des cryptos. Et quand c'est non fongible, c'est-à-dire on a un token qui représente un élément unique, par exemple un CryptoKitty, enfin tous ces petits gifs animés qui tournent sur le web. On est propriétaire d'un ticket pour accéder au Parc des Princes pour un événement mythique. Là, ça s'appelle un NFT puisque c'est un élément unique, quoi. Donc, on va avoir dans le Web 3 un portefeuille avec des actifs. Le Web 3, et ça, je trouve ça assez fascinant, c'est vraiment l'émergence massive de la propriété dans les communautés pair à pair. Enfin, et là encore, être propriétaire, comment ? Et là encore, c'est une propriété qui effectivement n'est pas centralisée par un cadastre, par un État, par une banque centrale. C'est décentralisé, comme tu disais. Exactement. C'est-à-dire, par exemple, dans les jeux vidéo, on avait déjà des armes. Je fais Des skins. des skins, voilà. On a sa skin, mais ultimement, c'était l'éditeur du jeu qui était propriétaire de la skin. S'il fermait boutique, on perdait sa skin. Là, avec la blockchain, le Web 3, on est réellement, c'est du true ownership. On est vraiment propriétaire de sa skin, même si le jeu ferme, c'est marqué dans la blockchain qu'on est bien propriétaire de cet objet. Donc, c'est un tout nouveau monde qui s'ouvre parce qu'avant, on était propriétaire d'assez peu de choses, sa maison, sa voiture. Il fallait un notaire pour pouvoir le certifier. Aujourd'hui, grâce à la technologie, on sait exactement qui est propriétaire de quoi en temps réel. Donc ça, c'est la grosse innovation du Web 3, c'est cette histoire de propriété. Donc le monde qui s'ouvre va être un monde, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas où la propriété va prendre énormément d'importance. Et qui dit propriété, dit le fait de pouvoir échanger la propriété d'un objet contre de l'argent. Donc ça va être un monde aussi qui va être énormément monétisé maintenant qu'on a la capacité dans une communauté de gérer de l'argent propre à une communauté. Voilà. Et l'autre élément très important, c'est l'interopérabilité. Le fait d'être propriétaire, c'est comme si avant, c'est comme si j'avais un suite dans un stade et que quand je sortais du stade, j'étais obligé de laisser mon suite. Non, aujourd'hui, je suis propriétaire d'un suite, je peux aller à la piscine avec, au stade, voilà, hein, toujours pour
pour tes parents, que ça soit bien clair. Donc, il y a vraiment cette notion de true ownership et d'interopérabilité, quitte à ce que ça ait une autre tête, hein. C'est-à-dire, je peux très bien avoir dans un jeu vidéo du Moyen-Âge une épée qui soit une épée qui soit une épée du Moyen-Âge, et puis dans un jeu de science-fiction, ça devient un sabre laser, hein. Et je récupère les caractéristiques de l'objet, je transpose les caractéristiques de l'objet d'un jeu à l'autre, quoi. Est-ce qu'on peut prendre des exemples qui soient un peu moins geek, tu vois, un peu moins jeux vidéo, et puis, ou alors un peu moins Oui. frivole, parce qu'on a beaucoup entendu parler de NFT qui étaient, je sais pas, des sacs d'une grande marque de luxe ou des gifs animés. Ou là, je trouve que pour les gens, ça paraît complètement superficiel et Ouais, inutile. Est-ce qu'on peut qu'est-ce qui se tokenise et qui a vraiment du sens? Donc, ouais, moi, ouais. je te donne un exemple qui est lié à l'activité de Simplon, hein. Par exemple, un diplôme ou une compétence, on pourrait dire que c'est quelque chose qui est tokenisable, parce qu'en fait, on pourrait dire que mon diplôme de développeur Java que j'ai passé à Simplon, il m'appartient à moi, Frédéric Bardot. Et donc, pour le coup, celui-là, il pourrait être, on va dire, inscrit dans la blockchain pour que chaque employeur puisse voir que je suis bien diplômé en développeur Java. Ça, c'est un exemple qui, je trouve, très concret, très utile, peu spéculatif et qui crée vraiment du sens pour tout le monde. Est-ce que tu as d'autres exemples de ce type-là? Oui, alors déjà, très bon exemple sur les diplômes. Il y a beaucoup d'écoles qui le font. Je pense à Alira, en particulier l'école blockchain créée par Jérémy Vauquier, qui délivre ses diplômes sur la blockchain. Donc voilà. Après, c'est intéressant cette histoire de tokenisation parce que ça fait ça fait le lien entre le monde réel et le monde virtuel et le monde digital. Dans le Web 1, Web 2, en fait, on s'est rendu compte que tout ou à peu près pouvait être digitalisé. On a digitalisé les textes, les musiques, les films, etc. Eh bien, en fait, dans le Web 3, tout ou presque va pouvoir être tokenisé. Et pour ça, il suffit d'arriver à identifier l'objet de manière unique et lui associer un NFT. Donc, ça peut être ce qu'on appelle, c'est un double digital en fait de l'objet physique qui va porter le nom de non-fungible token de NFT. Donc, oui, effectivement, les NFT, bah, ça peut représenter quelque chose dans le monde digital comme une image voilà, mais ça peut représenter n'importe quel objet dans le monde physique et aussi n'importe quel droit, un droit d'accès à un événement, par exemple, le droit d'accéder à une conférence, le droit d'accéder évidemment à un concert, à un événement musical, le droit de rencontrer, pour ceux qui sont passionnés d'un domaine, par exemple, qui puissent rencontrer le créateur d'un, ben, par exemple, dans le cinéma, le fait de pouvoir assister à un tournage, de pouvoir rencontrer le créateur d'un film. Euh, Toutes ces choses-là, vraiment, la sky is the limit. On peut, avec un NFT, donner la propriété de tout type de droit. Un NFT, c'est un portefeuille de droits. Donc, on peut avoir tout type de droit. Donc, effectivement, la possibilité de certifier que je suis bien diplômé de telle école, mais ça peut être aussi un NFT qui va dire que j'ai certaines caractéristiques dans le cadre de mon identité, le fait que j'ai je vais pouvoir montrer mes verifiable credentials, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des caractéristiques uniques qui sont liées à moi, quoi. Genre, c'est le rêve de tous les recruteurs d'avoir un CV qui ne peut pas être bullshitable, par exemple. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. C'est vrai que là, on a des informations qui sont infalsifiables, qui sont inscrites dans la blockchain, et ça, c'est effectivement super. Et ça ouvre le champ sur l'identité décentralisée, sur laquelle la blockchain joue un rôle important, qui est la possibilité de retrouver le contrôle sur ses données personnelles. Parce que jusqu'à aujourd'hui, dans le Web 1, Web 2, en fait, nos données personnelles, elles sont chez les géants ou chez des tiers. Ça peut être l'État, bien sûr, mais ça peut être aussi des géants américains. Grâce à l'identité décentralisée, c'est un tout nouveau paradigme, et là, la blockchain joue un rôle très important, même si ce n'est pas la totalité du dispositif. C'est qu'on va on va retrouver le contrôle de nos données personnelles. C'est-à-dire nos données personnelles sont sur notre mobile et on y donne, grâce à la blockchain, des autorisations d'accès spécifiques à telle donnée, à tel acteur.
Donc, par exemple, on peut imaginer son taux de diabète, on ne veut pas le partager avec tout le monde, on l'a chez nous ou chez un tiers de confiance dont c'est le métier de garder les données médicales et pas un Google, et on va donner l'autorisation grâce à la blockchain spécifique d'accéder à cette information au docteur, par exemple. Donc ça, cette identité décentralisée est très riche d'applications. On a une question de Sarah dans le chat que je trouve super. C'est est-ce que si on veut tokeniser, hein, donc une Ouais. information, une donnée, est-ce que c'est payant? Combien ça coûte? Est-ce que il y a des gens qui vont proposer ce type de service et il faudra les payer? Est-ce que moi je peux monter moi-même ma blockchain ou inscrire moi-même dans la blockchain la chose que je veux sauvegarder? Comment ça se passe le modèle économique de la tokenisation? Oui. Alors, tokeniser, ça va être inscrire une transaction dans la blockchain. Et inscrire une transaction dans la blockchain, ça a un coût. Donc, tokeniser, ça a effectivement un coût. Et ça va dépendre sur quelle blockchain je le fais. Je rappelle qu'il y a plusieurs blockchains. Bitcoin, c'est la première. Et après, il y en a eu d'autres. Ethereum, là, on a vu cartonner Solana. Voilà, il y a Avalanche, Cardano. Il y a plein de blockchains différentes. Et chaque blockchain a ses modalités et a ses coûts. On a vu exploser les frais de transaction sur Ethereum, ce qui d'ailleurs a conduit à l'apparition de nouvelles blockchains. Donc, les frais vont être très variables en fonction de la blockchain sur laquelle on émet le token. Aujourd'hui, émettre un token sur Ethereum, c'est très cher. En revanche, émettre un token sur Polygon, qui est une surcouche, on va dire, d'Ethereum, c'est très peu cher. Donc, pour répondre à Sarah, c'est ça, hein, c'est Sarah? Ouais. Pour répondre à Sarah, eh bien, ça va dépendre de la blockchain sur laquelle on fait ça, mais on a d'ores et déjà des blockchains sur lesquelles le fait de tokeniser se fait pour le montant d'à peine 1 euro. Quoi. Et là, tu dis qu'il y a plusieurs blockchains, et donc il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est que est-ce qu'on ne se retrouve pas dans la même situation qu'au début d'Internet, où il y avait la DARPA, l'Internet de je sais pas quoi, l'Internet de trucs, et en fait, il a fallu faire un inter-network. Blockchain, Est-ce ouais. qu'il va falloir faire un inter-blockchain pour que toutes ces blockchains communiquent, ou donc est-ce Alors, que c'est une décentralisation qui est limitée à une blockchain? Est-ce qu'il va falloir décentraliser la décentralisation? question très intéressante de l'interopérabilité des blockchains. Il y a un acteur qui s'appelle Cosmos qui travaille activement sur l'interopérabilité, à donner une interopérabilité entre les blockchains. Mais ça reste un vrai sujet, puisqu'aujourd'hui, les acteurs qui font des applications décentralisées, on les appelle comme ça, doivent choisir, de la même manière que sur les applications centralisées, on choisit Android ou App Store pour publier son application. Il y a exactement la même chose dans la blockchain. On va choisir entre Ethereum et Solana pour publier son application décentralisée. Et par exemple, sur les applications de défi, de finances décentralisées, elles étaient très majoritairement au départ sur Ethereum. Et comme les frais de transaction étaient trop élevés, il y a des applications de finances décentralisées qui sont développées sur la Binance Smart Chain, qui est une autre blockchain, sur Solana en particulier, pour proposer des applications à des coûts plus abordables. Très intéressant ce sujet de l'interopérabilité entre les blockchains. Et Sarah qui continue ses questions, elle dit est-ce qu'il y aura une blockchain spéciale pour certifier les diplômes, ou est-ce qu'en fait on pourra certifier les diplômes sur une blockchain mais qui permettra de certifier et de tokeniser d'autres choses? Ouais, très bonne question. En fait, quand on crée une blockchain, il y a en général une motivation. Donc, la motivation de Bitcoin, c'était de move money, de bouger de l'argent d'une personne à l'autre. La motivation d'Ethereum, c'était de créer des applications. C'était la première blockchain qui permettait de créer des applications décentralisées. Voilà, donc il pourrait très bien, il y a une blockchain qui s'appelle Sovereign qui permet de créer des applications d'identité décentralisée, liées à l'identité décentralisée. On pourrait tout à fait imaginer une blockchain qui soit spécialisée pour certifier des diplômes. Maintenant, une blockchain un peu couteau suisse comme Ethereum le permet tout à fait. Je crois que Blockcert, ce service créé aux États-Unis, le fait sur la blockchain Ethereum. Donc, autant, c'est l'idée aussi d'avoir des infrastructures que sont les blockchains, ne pas recommencer tout from scratch et plutôt créer une application décentralisée qui soit adaptée à ce que l'on veut faire. Donc, je conseillerais, ce serait un peu un marteau pour tuer une mouche, que pour une application donnée, reconstituer, en particulier la certification de diplôme, reconstituer une blockchain de zéro. Donc non, ça sera sur des blockchains généralistes comme Solana, Binance Smart Chain, Ethereum.
Ok. Une dernière petite question qui vient du chat, là, un peu sur les aspects politico-stratégiques, et après on va zoomer sur mes histoires de compétences et de métiers, parce que je te lâcherai pas là-dessus. On voit qu'il y a des gros acteurs qui ont émergé sur la blockchain. Tu parlais d'Ethereum, tu parlais de Bitcoin, tu parlais de plein d'acteurs que je ne connaissais pas avant que tu les mentionnes. On sait aussi que les banques, les services financiers investissent dans la blockchain, JP Morgan, d'autres gens comme ça. On sait que j'imagine les GAFA aussi s'intéressent aux blockchain. Donc la question de Pierre dans le chat, c'est est-ce que le rêve de la décentralisation est en train en fait de changer puisque c'est des gros acteurs qui vont fournir des services sur la blockchain. Et donc, est-ce que ça ne va pas être une forme de recentralisation et Ouais, de... ouais, excellente question. Ben, moi, mon avis personnel, c'est qu'il risque fort de se reproduire sur le Web 3 ce qui s'est passé sur le Web 1. C'est-à-dire qu'au départ, la promesse du Web 1, c'était une décentralisation. Et puis, il y a des acteurs qui ont pris la main dans le Web 2 pour contrôler et faire que cet Internet qui avait vocation à être extrêmement décentralisé, finalement se recentralise énormément. Sur le Web 3, et c'est peut-être on appellera peut-être ça un Web 4, je ne sais pas, c'est peut-être un Web 3 qui va se centraliser énormément, parce qu'effectivement, les gros acteurs se positionnent. Là, je prends un peu d'avance sur les recrutements, mais Google, là, en ce moment, recrute massivement des profils de tout type sur la blockchain. Donc, les gros acteurs s'y intéressent et bon, voilà, ça reste un outil, la blockchain, qui permet une décentralisation, mais qui permet aussi d'être beaucoup plus centralisé. D'ailleurs, c'est intéressant de faire la distinction entre les blockchains qu'on appelle publiques et les blockchains privées. C'est-à-dire qu'une blockchain publique, c'est une blockchain où tout le monde peut rentrer. Donc, c'est le cas de Bitcoin, c'est le cas d'Ethereum. Les blockchains privées, ce sont des blockchains d'entreprises où en fait des entreprises se regroupent pour une mission spécifique. Par exemple, sur de la traçabilité, il y a beaucoup de solutions. Ça peut aussi exister sur des blockchains publiques, mais sur la traçabilité, il y a beaucoup d'acteurs qui se regroupent au sein d'une blockchain privée où là, il faut dire son identité, qui on est pour pouvoir participer à cette blockchain. Et sur les vrais amateurs, les vrais passionnés de blockchain, ces blockchains privées, elles n'ont pas tellement le vent en poupe parce que c'est des formules extrêmement centralisées. Quand on a la base de données qui, au lieu d'être répartie entre des millions d'ordinateurs, sont répartis entre une dizaine d'ordinateurs qui peuvent appartenir pour la moitié à l'entreprise qui a pris l'initiative de lancer la blockchain. Est-ce qu'on peut parler encore de blockchain? Je ne sais pas. Oui, là, c'est moins décentralisé. Voilà, exactement. C'est intéressant de voir qu'il y a eu des blockchains qui ont été dénoncés pour être extrêmement centralisés, où en fait on avait 3 nœuds sur le réseau qui validaient les transactions. Donc là, est-ce que ça s'appelle vraiment blockchain quand on est dans une communauté où 3 nœuds décident de ce qui se passe? C'est beaucoup plus facile pour eux de manipuler les transactions qui sont sur ce registre. Là aussi, dans le chat, il y a eu une remarque. Effectivement, plus il va y avoir de gens sur la blockchain, et je pense que c'est ce que tu souhaites, puisque tu fais de la pédagogie sur la blockchain, tu penses que c'est quelque chose qu'il faut que les gens s'approprient, plus il va y avoir des problèmes de performance, de sécurité, de qualité, et donc peut-être plus ça va pousser aussi à la centralisation et à des acteurs spécialisés. Alors, ça, aujourd'hui, il y a par exemple, Ethereum, c'est une organisation décentralisée, et ça, c'est important d'introduire ce concept de DAO, Decentralized Autonomous Organization, qui est en fait le fait que l'avenir de la solution, de la blockchain ou de l'application est décidé par la communauté et pas par une entité en particulier. Et Ethereum, à ce titre, est remarquable parce que oui, elle a été créée par un individu qui s'appelle, comme je disais, Vitalik Buterin, mais après, il veille à ce que ça reste extrêmement décentralisé, à ce que la communauté soit au maximum consultée pour pouvoir faire évoluer la blockchain. Il y a une application qui s'appelle Snapshot, qui est très intéressante et qui permet de voter à partir du moment où on a des tokens dans une application, de voter avec ces tokens sur l'évolution du protocole. Donc là, comme dans une coopérative un peu. Voilà, exactement. Donc il y a vraiment une organisation collégiale et ça, c'est très important de le préciser dans la blockchain, même si, comme le soulignait la question précédente, la gouvernance, elle sera peut-être très centralisée. Il y a beaucoup de gens dans la communauté blockchain qui essayent au maximum de maintenir ce côté décentralisé de la gouvernance.
D'ailleurs, ce mot, parce que dans le Web3, c'est beaucoup des concepts qui sont extrêmement puissants et importants. Le mot de gouvernance, comme le mot de communauté pair à pair, est extrêmement important, quoi. Quelle gouvernance pour la communauté pair à pair, hein? C'est intéressant parce que avant, on voyait qu'avec Internet, Web 1, Web 2, on ne pouvait pas vraiment organiser le fonctionnement d'une communauté parce que s'envoyer des messages, ça ne suffit pas. Mais aujourd'hui, grâce au Web 3, on peut organiser vraiment le fonctionnement d'une communauté en ce sens que si on regarde bien des contrats, en général dans une communauté, il y a formalisé ou pas des contrats entre les parties, et ces contrats en général, c'est de l'ordre de si tu fais ça, alors je te verse tant, si tu fais ça, alors je te verse tant. Ça, c'est typiquement le genre de choses que la blockchain permet de formaliser dans des smart contracts, ces programmes qu'on met sur la blockchain. Donc, la gouvernance d'une communauté, sur le Web 1, Web 2, on ne savait pas trop quoi en faire. Sur le Web 3, on peut la coder sous forme de smart contract. Et elle est codée dans le dur. Ça s'exécute de manière automatique sans qu'il y ait aucun acteur qui puisse intervenir pour que ça ne se produise pas. Par exemple, ça peut être très intéressant dans l'industrie musicale, par exemple, pour que les ayants droit, ceux qui ont participé à la création du morceau, puissent être rémunérés dans une proportion qui est prévue à l'avance. Par exemple, on dit 20% à un tel, 30% à un tel et 50% à un tel. Et cette rémunération se fait automatiquement par rapport à, par exemple, si celui qui regarde le clip, ça c'est des modèles qui sont développés par DTube, par exemple, c'est un modèle décentralisé, où en fait le user paye avec ses tokens, et ces tokens sont répartis entre les ayants droit. Voilà. Donc, on va rentrer avec le Web3, maintenant qu'on a cette possibilité technologique, dans une dynamique d'incentivization de tout le monde, c'est-à-dire de récompense de tout le monde. On va pouvoir mettre, théoriquement en tout cas, ça permet théoriquement de le faire, de mettre tout le monde autour de la table en disant comment tu vas pouvoir être rémunéré de manière équitable et développer un smart contract qui va permettre de répartir les gains de manière équitable entre les différentes parties. Ça, c'est vraiment une application. Et dans les NFT, c'est la même chose. On va pouvoir, via un smart contract, dire que, par exemple, le créateur, même sur des ventes successives du NFT, va pouvoir toucher une partie des différentes reventes. C'est typiquement le genre de truc qu'on peut faire avec un smart contract. Un dernier petit exemple, celui pour qu'on comprenne bien ce que peut apporter le Web3, c'est celui du séquestre. En tout cas, le fait si, par exemple, je te vends un vélo, d'accord, c'est pas mal que l'argent soit mis chez un tiers tant que tu n'as pas reçu le vélo. D'accord? Et bien ça, avant, c'était une personne qui tenait ce rôle d'intermédiaire. Ben, aujourd'hui, ça peut être un wallet automatisé chez qui tu vas mettre ton argent et que je ne recevrai qu'une fois que tu auras dit avoir reçu ton vélo. Donc ça, c'est un smart contract tout simple qu'on peut développer sur la blockchain et qui permet d'organiser la communauté avec une gouvernance plus sûre. Top, merci pour tout ce panorama. Donc, on va passer le reste du temps du webinaire sur la partie compétences et métiers, parce que j'ai envie qu'on tire ce fil-là. Oui. Donc, il y a énormément de métiers qui sont liés à toutes les applications dont tu viens de parler. Le premier des métiers, c'est peut-être le tien, c'est-à-dire celui d'évangéliste et d'experts et de formateurs et de personnes qui donnent à voir en fait quelles sont les possibilités. Donc, celui-là, on vient de le découvrir là, c'est extrêmement utile et toi, c'est ton activité. Et donc, j'invite tous les gens qui veulent creuser plus les questions avec toi, plutôt sur la partie business et entreprise, parce que tu t'occupes de former des entreprises, de te contacter après ce webinaire. Mais quels sont les autres métiers qui sont très très liés à tout ce que tu viens de nous dire et qui font que voilà, les gens qui nous écoutent peuvent se dire la blockchain ou les NFT, ça peut être mon prochain job. Donc on pense tout de suite aux métiers techniques du numérique tels qu'on peut les appréhender à Simplon. Donc est-ce que, comme tout ça se passe sur Internet, la blockchain, ça se passe quand même, c'est un protocole qui se passe sur Internet, est-ce qu'il y a effectivement des développeurs, des administrateurs réseau, des gens qui sont liés à la manière de faire fonctionner ces technologies? Oui. Ben, écoute, sur la partie technique, qui est effectivement la première partie qui vient à l'esprit, il y a aujourd'hui un grand besoin d'implémenter les gouvernances de ces communautés qui sont derrière, que l'on veut faire fonctionner. Et ça, c'est via le développement de smart contracts
sur des blockchains. Donc, il y a beaucoup de demandes pour des développeurs de smart contracts. Alors, sur Ethereum, ça va avoir des vocabulaires spécifiques. Sur Ethereum, ça va s'appeler des développeurs Solidity. C'est le langage qui est adopté pour programmer sur la blockchain Ethereum. Donc, ça, c'est une compétence c'est vraiment quelque chose qui peut s'apprendre. C'est pas inaccessible de développer des contrats blockchain. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être appris relativement, qui se fait. Après, c'est effectivement, comme on disait, c'est beaucoup plus simple si on a un background de développeur type celui que vous donnez chez Simplon pour pouvoir passer sur du développement blockchain ensuite, quoi. Donc dans notre langage pédagogique à nous, donc développeur, c'est le métier, et la compétence, ce serait smart contract ou blockchain. C'est Voilà. comme tu disais, une spécialité, quoi. C'est une spécialité, ouais, c'est une spécialité. Donc ça existe pour le monde des développeurs. Est-ce qu'il y a la même chose du côté des infrastructures, des réseaux? Tu parlais de nœuds, il y a des machines, des serveurs. Est-ce qu'il y a des trucs aussi dans cette famille de métiers, des réseaux? Alors, côté réseau, c'est une partie, c'est là où je disais qu'il y avait besoin de mobiliser des compétences beaucoup plus classiques, parce que la partie serveur, on va avoir besoin d'ingénieurs DevOps, d'ingénieurs infrastructure et de personnes qui sont compétentes sur la data. Et ça va être des métiers classiques qui vont pouvoir travailler dans des entreprises blockchain avec juste une compréhension de cette surcouche blockchain. C'est pas mal de se représenter la blockchain un peu comme une surcouche de la couche Internet. Donc, tous les métiers de l'informatique, y compris sur la partie infrastructure, vont être mobilisés dans le cadre des entreprises blockchain. Ouais. Tu l'as évoqué aussi, la question de la sécurité de la blockchain, c'est quelque chose de clé qui est codé dans la technologie. Mais là aussi, est-ce qu'il y a dans les métiers de la cybersécurité des spécialisations blockchain qui peuvent être imaginées? Ou est-ce qu'effectivement, la blockchain étant sécurisée by design, il n'y a pas besoin de cybersécurité? Oui, alors si, il y a besoin beaucoup de sécurité, en particulier sur les interfaces entre la blockchain et le monde réel. C'est-à-dire que oui, la blockchain est sécurisée. Par exemple, Bitcoin n'a pas eu de faille depuis sa création en 2008. Elle n'a failli aucune fois. Mais en revanche, il y a dans la jonction avec le monde réel un gros travail de sécurité à faire. Donc là aussi, les ingénieurs spécialisés, enfin, ou les développeurs en sécurité vont être sollicités sur les couches web traditionnelles qui garantissent que l'accès à la blockchain est sécurisé. Et donc, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait sur les nœuds, en termes d'infrastructure, il y avait des questions de data, parce que j'imagine toutes ces transactions, c'est des données, en fait, comme tu as dit, c'est une base de données. Donc, il y a forcément des choses qui se passent avec le cloud. Est-ce que la blockchain, elle est sur le cloud? Est-ce qu'il y a des métiers du cloud qui sont spécialisés sur des questions de blockchain? Et s'il y a beaucoup de data, est-ce qu'il y a des questions d'IA aussi? Ou là encore, c'est oui, il y a de l'IA, oui, il y a du cloud avec des spécialisations blockchain? Alors, il y a des entreprises qui proposent du BaaS, Blockchain as a Service, qui sont des solutions qui sont hébergées dans le cloud. Donc, évidemment, sur ces entreprises-là, les ingénieurs cloud, enfin les spécialistes, les expertises cloud seront très valorisés. Donc, comme c'est vraiment une surcouche, on va avoir besoin que les couches fondamentales soient traditionnelles, soient vraiment bien en place, et donc on mobilise ces compétences traditionnelles aussi dans les entreprises blockchain. Alors, je parle beaucoup d'entreprises blockchain, mais il y a aussi des entreprises traditionnelles qui font de la blockchain. Donc, par exemple, la Société Générale fait de la blockchain en ce moment avec sa filiale Forge. Il y a beaucoup d'entreprises. Renault a un pôle blockchain. Donc, c'est intéressant aussi, si vous cherchez à travailler dans cet écosystème, de cibler ces entreprises traditionnelles. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ces entreprises traditionnelles vont peut-être préférer avoir quelqu'un qui a les compétences du secteur et leur donner le vernis blockchain que de prendre quelqu'un qui connaît la blockchain et de devoir lui apprendre le secteur. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur les juristes blockchain. Il vaut mieux déjà être juriste et s'intéresser aux conséquences juridiques de la blockchain plutôt que… Ce que je disais sur les métiers est valable aussi sur les secteurs. C'est-à-dire effectivement, il vaut mieux être juriste et se spécialiser dans la blockchain, comme il vaut mieux être dans le secteur automobile et se spécialiser dans la blockchain
que le reste, que le contraire. Et tu disais, il y a des enjeux de transactions, c'est une économie, c'est un secteur, il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc, il y a aussi, j'imagine, des métiers qui sont liés au marketing, à la communication, à tout Exactement. ce qui est. Exactement. Et je crois que c'est intéressant pour tout le monde d'aller, à titre de curiosité, sur un Indeed ou Glassdoor, taper blockchain pour voir les différents métiers qui sont proposés et réaliser à quel point il y a des métiers, des métiers très différents qui sont proposés. Par exemple, Binance. Alors, Binance, c'est un gros acteur dont on n'a peut-être pas encore beaucoup entendu parler, hors de la crypto, et qui s'installe en France. C'est un acteur chinois qui s'installe en France en ce moment et qui va investir massivement dans le recrutement en France le temps de s'installer. Donc, ça va être dans les 2-3 mois qui viennent. Les offres d'emploi, elles commencent déjà à arriver sur des postes remote chez Binance, et on voit qu'il y a énormément de postes de nature très différente qui peuvent être de la communication, du marketing, du community management, vraiment des métiers traditionnels sur lesquels on peut rentrer. Après, chez Binance, par exemple, ils sont assez exigeants parce que comme il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer, ils sont assez exigeants sur la connaissance, avoir une connaissance de la blockchain. Et là, comme on dit, c'est un mot Dior, ça s'appelle Do Your Own Research, c'est-à-dire faites vos propres recherches. Vraiment, j'engage ceux qui veulent rentrer dans cet univers à vraiment faire leurs recherches. Il y a maintenant, depuis 1 an ou 2, beaucoup de contenu en français. Je citerai d'ailleurs quelqu'un qui est très bien, qui s'appelle Asher, qui fait des vidéos sur YouTube et qui permettent en français de bien comprendre l'univers de la blockchain. Donc, Comment ça s'écrit? H-A-S-H-E-U-R. C'est un jeu de mots avec H qui est l'identité numérique enfin une empreinte numérique, on va dire, d'un fichier, quoi. Est-ce que tu as d'autres ressources comme ça pour ceux qui voudraient creuser? Et puis après, surtout, les dernières minutes, je te laisserai dire aussi, bah, toi, qu'est-ce que tu fais dans cet univers-là? Comment tu accompagnes les entreprises? Ouais. Est-ce qu'il y a Eh d'autres ben, ressources? Est-ce qu'il y a il des faut MOOC? Est-ce regarder, qu'il y a des. il y a des sites comme Crypto Job List, par exemple, qui donnent qui donnent des jobs spécifiquement crypto. Il faut connaître aussi les entreprises basées en France qui font de la crypto de manière très sérieuse, comme KPMG avec leur filiale Blockchain Partners, voilà, qui est un cabinet de conseil en blockchain que je recommande vraiment aux jeunes qui veulent se lancer. Il y a Consensus aussi qui fait des applications sur Ethereum, bon, qui demandent un meilleur niveau technique, mais qui sont des sociétés à connaître. Vraiment, je vous engage, si vous avez envie de progresser sur ce terrain-là, d'aller à des meetups. Vous allez sur l'application Meetup, vous mettez blockchain et vous allez rencontrer des gens qui sont passionnés aussi par le sujet, qui cherchent à rentrer dans le monde professionnel sur la blockchain. Et ça peut être très intéressant de les rencontrer, d'échanger des tuyaux. À ces meetups aussi, on peut rencontrer des recruteurs. Donc, c'est une excellente façon de rentrer dans l'univers blockchain. Tu as parlé aussi des formations spécialisées, hein. Tu as parlé de celle de Jérémy, hein, qui est un ancien de Simplon. À Simplon, on a une certification aussi sur comment maîtriser les technologies blockchain quand on est plutôt un développeur. Est-ce que tu connais d'autres formations, d'autres écoles? Est-ce qu'il y a des MOOC? Alors, il y a énormément les écoles proposent des formations en ligne. Il y a Oxford qui le fait, il y a le MIT. Alors, c'est des formations en anglais, mais il y a énormément d'universités classiques. Il y a l'ESSEC qui propose aussi des formations. Donc, regardez sur le web, il y a énormément de formations de qualité qui sont dispensées en ligne. Voilà, Alira, il a sa spécificité d'avoir fait des formations présentielles, ce qui n'est pas forcément très courant. Voilà. Mais après, il y a énormément de formations de qualité qui circulent sur le web. Ouais. Et tu confirmes qu'il y a des formations type Simplon ou type Alira, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être bac+15. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont accessibles au niveau bac+2, comme on le fait à Simplon sur les métiers de développeur, d'administrateur réseau Oui, totalement. Pas forcément justement sur la partie développeur Solidity, mais par exemple sur la partie chef de projet blockchain, sur ce type de compétences, il y a énormément d'ouverture et de possibilités. Et toi alors, donc ton métier c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire là juste Ouais. après? C'est quoi ton quotidien à toi? En ce moment, je travaille avec une société de course, une société de sport, pour faire un jeu blockchain, justement.
Donc, c'est une mission passionnante parce que, comme toute technologie émergente, enfin, en tout cas pour la blockchain, le jeu est un axe super porteur. Parce qu'on voit que dans la blockchain, on peut beaucoup gamifier les choses. Il y a des histoires de récompenses, de monnaie propre à l'écosystème. Donc, il y a vraiment énormément de choses à faire sur les jeux. Vous avez peut-être entendu parler de Sorare, qui est Ça a été évoqué dans le chat, oui. Ouais, voilà, ils ont levé, je sais plus, 680 millions, je crois, C'est les Panini blockchain, c'est ça? Ouais, exactement. Et donc, c'est un jeu où on achète des cartes de joueurs et ensuite on les met sur la table et on remporte des cartes ou des points en fonction de ce que les joueurs font dans la vraie vie, dans les vrais matchs. Donc, c'est assez addictif. Voilà. Donc, du coup, ça a inspiré beaucoup d'acteurs du sport de répliquer ce modèle-là et c'est sur ça que je travaille en ce moment activement, en plus des formations, quoi. Bon, bah, écoute, c'est super, Christophe. Je te remercie beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. C'était super clair, super pédagogique. Donc, je pense que voilà, ça va générer des questions et les gens peuvent te contacter sur LinkedIn. Tu es assez disponible et assez facile à trouver. Je te remercie beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec nous. J'espère qu'on va continuer à faire des choses ensemble. Et le prochain numéro de 0 et 1, donc le prochain webinaire, ça va être consacré à d'autres métiers qui sont un petit peu bizarres aussi, qui sont les métiers du product management et les product owners. Donc, c'est les métiers du Ouais, produit. On va voir c'est-à-dire, ça. producteur. Voilà. Donc, Ouais, ouais, exactement. Eh ben, I'll be there. Je serai là. C'est dans la blockchain, faut un peu jongler entre français et anglais. Donc, et peut-être on peut finir avec WAGMI, qui est à mon avis comment parfait. ça s'écrit? WAGMI, W-A-G-M-I. We are gonna make it. Ah oui, ben, on va le faire, oui. Ouais. Merci beaucoup, Christophe. Je te souhaite une bonne journée. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Merci Fred, merci à tous d'avoir suivi le Merci, webinaire. à À bientôt. Au bientôt. revoir. Ouais, salut. Ciao.